Aujourd'hui, nous accueillons Léa Gritton. Léa Gritton, après avoir été doctorante à l'Observatoire de Paris, postdoc à Toulouse, elle est depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, maîtresse de conférences à Sorbonne Université et chercheuse au département LESIA de l'Observatoire Paris PSL. Et aujourd'hui, séminaire un peu spécial par rapport aux autres sessions où c'était plus des questions d'astrophysique liées à des découvertes assez récentes. Léa va nous parler du problème de genre dans l'astrophysique et surtout comment en parler aux plus jeunes pour motiver on va dire les carrières scientifiques féminines qui sont sous-représentées en astrophysique, même si d'année en année ça monte. Je pense que j'imagine que Léa, tu auras peut-être un chiffre précis le plus récent. Mais voilà. Léa, je te laisse la parole. Et rendez-vous pour les questions à la fin de la présentation. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Donc effectivement, moi je suis maîtresse de conférence à Sorbonne Université depuis septembre 2021. Donc déjà dans le cadre de cette profession d'enseignante chercheuse, j'ai un contact avec des tout jeunes étudiants, notamment en L1. Donc je vois aussi voilà, la façon dont on parle peut jouer un rôle énorme sur les volontés des jeunes. Mais là, je voulais recentrer la présentation autour des publics vraiment, on va dire, primaires. Alors après, en préparant le séminaire, je me suis rendu compte que c'est des conseils et des constats qui s'appliquent aussi un peu plus tard, mais c'est en tout cas particulièrement important dans les années primaires de l'école primaire. Et ensuite, aussi, alors moi, donc, je ne suis ni sociologue, ni psychologue, ni ce qu'on veut. Par contre, j'ai une petite expérience auprès des classes, notamment parce que j'ai été marraine de classe avec le système de parrainage de l'Observatoire de Paris dès mes années de thèse. Et ensuite, parce que quand j'étais encore en licence à l'université, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait WAC Science. Et enfin, avec cette association, j'ai créé des ateliers de sciences pour les primaires et j'ai participé à une formation de professeurs de primaire aussi. Et donc ça remonte un petit peu, hein, c'était en 2015, je crois. Donc ça va faire bientôt 10 ans, mais ça m'avait permis de réfléchir à un certain nombre de choses. Et depuis, j'ai gardé contact avec des enseignants, notamment pour créer un jeu de plateau sur la mission Solar Orbiter qui a été édité par le CNES. Et donc, pour réaliser le jeu, j'avais discuté avec des enseignants euh, de la région de Toulouse quand j'étais en postdoc là-bas pour discuter voilà, de pratiques pédagogiques et comment faire connaître les sciences avec des méthodes les plus inclusives possibles. Alors, donc tout ça m'amène à le sujet de la journée. Donc, c'était comment parler d'astronomie aux enfants sans stéréotypes. Alors, j'ai précisé deux genres parce que les stéréotypes, en fait, ils sont pas que sur le genre, mais c'est quand même la question du genre qui est la plus préoccupante aujourd'hui, et en tout cas la plus facile à expliquer aux enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis stéréotype de genre entre parenthèses. Donc je vais vous parler de ce sujet en trois parties. La première, c'est je vais vous rappeler quelques chiffres. Euh, Ensuite, la deuxième, je vais vous présenter des trucs et astuces. Voilà, alors pas de manière forcément très formelle, mais comme ça pourra alimenter, j'espère, les discussions et les questions en fin d'exposé. Et en troisième partie, j'ai essayé de collecter quelques ressources. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, quand j'ai refait les slides, je me suis rendu compte qu'en fait, on pourrait y passer des heures en termes de ressources, mais vous donner quelques petits trucs. Et pareil, ça, si pendant les questions, n'hésitez pas à signaler d'autres ressources possible parce que voilà, c'était aussi le but de ce séminaire en ligne, c'était de mettre le sujet sur la table, mais ensuite de partager des choses avec vous. Alors, c'est quoi le problème? Alors, ça, c'est pour ça que je vous disais, c'est facile à expliquer aux enfants, tout le monde comprend. Donc, le problème, c'est que là, je vous ai représenté la population mondiale avec quatre bons hommes, enfin, bonnes femmes d'ailleurs, donc moitié-moitié. Et voilà, la population française
des chercheurs permanents en astrophysique, et donc ça, je me base sur des publications de 2021. C'est plutôt ça, voire j'aurais peut-être dû mettre 5 bonhommes pour ne mettre qu'une femme sur 5. Et donc ça, les enfants le comprennent très bien, sans parler voilà, de choses trop polémiques. Ils voient tout de suite, les enfants, que pourquoi, si la population des gens en général, c'est moitié-moitié femmes-hommes, pourquoi il y aurait que une femme sur 4 ou une femme sur 5 dans les chercheurs. Je parle des chercheurs permanents là avec vous parce que vous êtes des adultes et que vous savez ce que c'est. Évidemment, avec les enfants, on dit plutôt astronome ou scientifique pour pas leur parler. Voilà, les postes permanents, ils savent pas ce que c'est. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez simple à expliquer en quelques slides. Euh, donc voilà, donc parfois avec les enfants, je mets aussi des images de jouets ou des choses comme ça pour qu'ils se représentent ça encore mieux. Mais c'est plus facile, en tout cas pour eux, de voir ça sous cette forme-là qu'en leur mettant des pourcentages, parce que bah, déjà en primaire, ils savent pas ce que c'est. Et donc, voilà, là, c'est une façon assez simple d'expliquer le problème du genre, enfin de la représentation des femmes et des hommes dans le milieu scientifique. Alors ça, c'est pareil, ça, c'est pas pour les enfants, hein, c'est pour vous. Là, je suis encore dans la partie un peu tuto de pourquoi c'est un problème. Donc ça, c'est des ressources que j'ai collectées un peu au fur et à mesure. Ah oui, j'ai pas dit dans l'intro, mais quand j'avais décidé de faire ce séminaire, en fait, c'était l'année dernière. Et à l'époque, j'étais correspondante égalité pour le l'ESIA, mais c'est un réseau de correspondants égalité établi par le CNRS. Et donc, notamment quand j'étais correspondante égalité, j'ai suivi un certain nombre de formations. Et donc, je glane un peu des informations au fur et à mesure. Donc là, je vous ai remis, normalement, il y a les sources à peu près sur toutes mes figures. Mais voilà, donc ça, c'est une carte que j'aime pas mal parce que ça vous présente pardon, ça vous présente le pourcentage de femmes ingénieures en 2021 en Europe, sachant que donc quand c'est 50% au moins, c'est en jaune. Et donc là, on voit assez clairement que des chiffres récents, hein, donc je vous ai dit, c'est des chiffres d'une étude qui a été faite en 2021. Euh, donc c'est des chiffres récents, c'est assez large, hein, c'est les métiers d'ingénieur, donc c'est lié à la technique, mais pas forcément la recherche. Et donc on voit que comme ça, qu'il y a une très très forte... Enfin voilà, que quand même la carte n'est pas jaune, globalement pas jaune en tout cas. Donc, et en tout cas pas en France. Donc voilà, ça c'est une ressource que vous pouvez utiliser, pas forcément avec des primaires, mais ou en tout cas il faudra leur expliquer bien. Mais en tout cas même pour vous convaincre qu'on est quand même très loin du but de la parité 50-50, c'est une ressource que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris les sources, les chiffres de l'OCDE. Alors, pour vous montrer que c'est pas qu'un problème pour les filles aussi, hein, notre mission, mais ça, je pense que vous en êtes toutes et tous convaincus. Notre mission en tant que chercheur, quand on va dans les classes, euh, et aussi la mission des professeurs de primaire notamment, elle est vraiment extrêmement importante quand on voit notamment les chiffres. Alors ça, c'est un pourcentage de jeunes de 15 ans qui n'ont pas le niveau basic skills attendu en lecture, en maths et en sciences. Et donc, vous voyez là que déjà, bon, on a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas le niveau entre 2003 et 2022. Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit que c'est quand même plus les garçons qui n'ont pas le niveau que les filles. Donc, en tout cas, pour démonter les stéréotypes qui diraient que les filles sont moins fortes que les garçons en maths, en sciences, etc., bah ça, c'est des chiffres qui sont assez parlants. Donc, enfin, pour le coup, c'est peut-être plus pour des ados que pour des primaires, mais en tout cas, voilà, il faut pas, faut vraiment enfoncer les portes ouvertes, mais bien dire que c'est pas vrai que les filles sont moins fortes que les garçons. Un autre type de chiffre qui peut vous servir dans vos argumentaires si vous voulez bien défendre l'idée que les femmes ne sont pas moins capables que les hommes en sciences, c'est ce chiffre qui vient de l'Union européenne, de la Commission européenne. Euh, donc c'est une charte un graphique en anglais parce que c'est un document de la Commission européenne. Mais en gros, quand ils disent Women in Science and Technology, quand on regarde la légende dans le documentaire, enfin dans le rapport, ils expliquent c'est qu'ils ont compté toutes les pourcentages de femmes qui soit exercent un métier scientifique
soit font ou ont fait des études scientifiques. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont continué à travailler dans le domaine scientifique, mais elles sont diplômées voilà, d'une licence de maths, de physique, de chimie, etc. Et donc, à une année donnée, donc en 2020, en prenant tout ce, enfin, ce critère de femmes en sciences et technologies, en fait, on avait plus de la moitié de la population donc, qui soit travaille, soit ont fait des études de sciences, qui étaient des femmes. Donc, en tout cas, ça veut bien dire que c'est pas une question d'être capable ou pas. Un autre document, alors là, pareil, hein, vous ne montrez pas ça à des enfants, c'est plus pour vous. Euh, Moi, par contre, ça, je le montre facilement dans des classes de lycée, parce que ça, ils comprennent plutôt bien. Alors là, j'avais encadré deux pays, l'Irlande et la France, parce que c'est une présentation que j'avais faite en Irlande au moment du 8 mars 2022, donc au lycée français de Dublin. Et donc, c'est des chiffres qui vous montrent le pourcentage de femmes qui soutiennent un doctorat en 2018 pour le premier tableau en haut, et entre 2015 et 2018, enfin, à deux années qui comparent deux années différentes, 2015 et 2018 pour le tableau du bas. Et donc, on voit que en France, dans les thèses, on va dire, qui mèneraient à l'astrophysique, on est autour de 39%, enfin, presque 40% de femmes qui ont le doctorat en sciences naturelles, mathématiques et statistiques. En Irlande, c'est plus. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Irlande, ils ont mis en place depuis quelques années un système de quotas qui n'est pas voilà, il faut la 50-50. C'est un quota par rapport au niveau inférieur. Donc, par exemple, ils fixent le nombre de places pour des femmes par rapport aux hommes en licence, basé sur la proportion de femmes qui a obtenu le baccalauréat scientifique avant. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de maintenir des proportions et d'éviter une fuite des cerveaux au cours des carrières. Et donc, par exemple, pareil, l'entrée en master, le chiffre, il est fixé par rapport aux personnes qui soutiennent la licence. Donc, depuis qu'ils ont fait ça, ils ont des statistiques vraiment, vraiment costauds. En tout cas, dans les disciplines de la physique et des maths, c'est assez flagrant. Donc, je vais m'éloigner un petit peu du sujet. Mais donc, en France, en tout cas, on est autour de 40%. Euh, et, Enfin, ça, c'est le premier tableau. Et quand on voit le tableau du bas, on voit qu'il y a une légère progression entre 2015 et 2018 en sciences physiques. Notamment, on est passé de 35,22 à 35,65%. Donc, il y a une petite progression, mais c'est pas non plus... voilà, enfin, c'est que sur 3 ans. Ça avance lentement, mais c'est pas très... voilà, c'est pas non plus des augmentées spectaculaires. Le truc aussi intéressant à retenir, par exemple, pas forcément quand vous parlez devant des enfants, mais pour plutôt les ados, les lycéens, c'est de bien rappeler que par contre, les chercheurs permanents, c'est plutôt entre 20 et 25%. Donc ça veut dire il y a vraiment une perte des femmes pendant les études supérieures et après leur diplôme notamment. Mais donc ça, pour les enfants, c'est pas forcément un problème. Ça, c'était plutôt pour vous donner quelques petits chiffres avec les références, si ça vous intéresse, pour pouvoir en parler avec les jeunes ou même vous, vous donner des petits, voilà, des références. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que c'est ça aussi qu'on peut se demander. On pourrait se dire, c'est pas forcément très grave qu'il y ait qu'une femme, enfin qu'une personne sur quatre en recherche qui soit chercheuse, une femme chercheuse. Mais le truc qui est facilement explicable aux enfants, c'est qu'en fait, le problème, c'est que la science et la recherche souffrent de biais de genre et que ça, c'est vraiment grave. Alors, sans parler tout de suite de l'astronomie, parce qu'en astronomie, les planètes n'étant ni des femmes ni des hommes, on a un peu moins le problème. Par exemple, en médecine, donc là, je suis désolée, pareil, les slides sont en anglais parce que j'ai repris mes présentations de Dublin. Mais bon, vous trouvez, je pense, je pense que ça se trouve le même genre de diagramme en français. En tout cas, bon, sinon on peut les traduire. Mais grosso modo, en médecine, par exemple, il faut faire prendre conscience aux jeunes que les symptômes, par exemple, de la crise cardiaque sont pas les mêmes chez les femmes et les hommes. Or, comme ça a été étudié extrêmement récemment. Pendant très longtemps, des femmes sont mortes de crise cardiaque alors que comme ça ressemble plutôt à des symptômes de crise d'angoisse,
on a compté que ces femmes étaient mortes de crise d'angoisse, ce qui a en plus renforcé le stéréotype que les femmes sont plus angoissées que les hommes, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est quand même un peu gênant. Mais bon, là encore, voilà, des gens un peu bornés pourraient vous dire oui, bon, bah ça au pire, ça affecte les femmes, mais ça affecte pas tout le monde. Mais quelque chose qui est encore plus flagrant et que les enfants comprennent très bien, c'est les systèmes de sécurité dans les voitures. Les crash tests, ça fait que extrêmement récemment qu'ils prennent en compte la situation des femmes enceintes, par exemple, des femmes enceintes. Et donc, bah ça, voilà, n'importe quelle personne comprend que si les ceintures de sécurité sont pas faites pour les enfants ni pour les femmes enceintes, ça affecte évidemment les femmes, mais ça affecte toutes les familles en général. Ensuite, dans les neurosciences, notamment, toutes les études sur les comportements humains, enfin, etc., etc., quand on regarde les échantillons qui sont utilisés, c'est assez intéressant de voir que, il y a très peu d'études qui ne sont faites que sur des femmes. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont faites que sur des hommes. Donc là, ces petits diagrammes-là, donc pareil, ça c'est plutôt pour vous que pour les enfants, surtout au primaire. Mais c'est quelque chose, un argument que vous pouvez expliquer, c'est que donc là, enfin en tout cas ça c'est des chiffres. Alors j'ai pas retrouvé, ah si c'est 2009, mais grosso modo il y a la référence en bas, donc vous pourriez retrouver l'article d'origine. Mais globalement, les échantillons sur lesquels la science est faite n'est pas du tout égalitaire. Et évidemment ensuite on a des conclusions qui du coup sont très biaisées en fonction du genre et pas toujours prises en compte. Donc, voilà. Et donc là, la figure du haut, c'est des échantillons d'animaux et en bas, c'est les échantillons d'humains. Donc dans les deux cas, vous voyez pas beaucoup de rouge. Et en tout cas, vous voyez qu'il y a plus de bleu que de rouge. Donc, voilà. Et puis ce qui est très drôle, c'est de voir les domaines. Donc en reproduction, là, par contre, oui, il y a beaucoup de femmes. Par contre, sur, par exemple, enfin, je sais plus lequel, il y a des choses où voilà, c'est beaucoup plus étudié sur des mâles que des femelles, animaux ou humains. Alors par contre, ça, une discipline, quelque chose qui se rapproche plus de nos disciplines, c'est l'adaptation à l'espace sur les femmes et les hommes, qui a très longtemps été mal étudiée. Mal étudiée dans le sens que, mais ça, même moi, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'étais étudiante, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que pour l'instant, on a envoyé plus d'hommes que de femmes dans l'espace parce que les femmes résistent moins bien à l'environnement spatial. Enfin, c'était ça le raisonnement, en gros. Donc, donc voilà. Euh, et donc, en fait, effectivement, les taux de radiation, etc., néfastes sont pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Et donc, voilà, il y a que très récemment, enfin, récemment, en tout cas, vous voyez, là, l'étude, elle date de 2014, qui a eu des études sur ces impacts différents pour les femmes et les hommes, et notamment pour que, justement, les femmes et les hommes puissent partir dans l'espace euh, et qu'on n'envoie pas les femmes dans l'espace avec des combinaisons faites pour les hommes qui feraient qu'après elles mourraient plus vite ou qu'elles souffriraient plus vite et qu'ensuite les gens puissent conclure que c'est parce que les femmes sont moins capables d'aller dans l'espace, etc., etc. Donc c'est très important d'expliquer aux enfants que... Et puis bon, vous voyez, enfin ça c'est un peu idiot, mais du coup dans les études sur le sexe et le genre dans la recherche, pas toujours, mais très très souvent, il y a des femmes impliquées parce que justement, bah, elles se sont senties concernées par ces questions-là. Et que tant qu'on n'a que des hommes dans un domaine, on a très peu de publications sur ces questions de genre. Alors là, un exemple encore plus flagrant et que les enfants comprennent aussi très bien, alors peut-être pas dans les petites classes, mais en tout cas dès qu'ils savent à peu près à quoi servent un téléphone, c'est le rôle des chercheuses dans le développement de l'intelligence artificielle. Et là, donc c'est pareil, c'est un exemple que j'avais utilisé dans mon exposé en Irlande, mais il y a eu récemment des femmes qui se sont attaquées à la question de comment le genre est traité par l'intelligence artificielle, et ils se sont rendus compte que notamment chez Amazon, donc là pareil, c'est un exemple qu'on peut prendre parce que je pense que tous les enfants connaissent Amazon. Donc Amazon avait confié à un algorithme d'intelligence artificielle la tâche de gérer les promotions en interne des personnels d'Amazon. Et en fait, comme l'intelligence artificielle avait détecté qu'il y avait plus d'hommes dans les métiers techniques,
en fait, ils se sont mis à plus encourager les hommes, enfin, je veux dire en termes de carrière, à plus promouvoir les hommes. Alors que c'était... Donc en fait, c'est un exemple très concret de comment l'intelligence artificielle peut, euh, si c'est pas en gros réfléchi en amont, peut encore plus accentuer des biais euh, de genre qui existent. Et ça, quand on pense que l'intelligence artificielle, elle est absolument partout, même dans voilà, les musiques qu'on va vous suggérer, les publicités qu'on va vous suggérer, etc. Se rendre compte que l'intelligence artificielle renforce les biais de genre, et que donc si c'est pas réfléchi en amont, ça peut être encore plus grave. Voilà, ça c'est quelque chose que les enfants comprennent en général assez bien et qu'on peut expliquer avec des mots simples, pas forcément très compliqués. Alors, une autre question que les enfants y posent, et les grands aussi d'ailleurs, hein, pas que les enfants, c'est pourquoi c'est plus difficile pour les femmes de faire des sciences? Puisque, comme on l'a vu pour les études, déjà au niveau du doctorat, il n'y a pas 50-50, en tout cas pas en France, euh, en sciences physiques. Donc on peut se poser la question pourquoi il n'y en a pas autant? Et alors, c'est là où la suite des slides, c'est plutôt pour vous en tant qu'adulte que je les ai préparés, mais c'est quand même des choses que vous pouvez expliquer aux enfants avec des mots peut-être choisis différemment, mais qu'il faut qu'ils comprennent assez tôt. Et en tout cas, les enseignants aussi de primaire doivent comprendre assez tôt. Alors déjà, au laboratoire, là, pareil, il y a des chiffres, il y a des études qui sont publiées, donc je ne vous ai pas tout mis parce qu'on bah, on n'a pas forcément le temps, mais c'est clairement établi qu'il y a des biais à toutes les étapes de la carrière qui jouent. Donc là, je vous ai mis deux références d'articles. Il y en a d'autres, hein. Pareil, si vous en connaissez d'autres, ça m'intéresse aussi, hein, mais là, je vous ai mis ceux que j'avais lus. Euh, donc, un sur le fait que c'est souvent des biais assez subtils en plus, hein, c'est pas les... Même s'il y a évidemment des problèmes de violence sexuelle et sexiste, alors ça évidemment avec les enfants on n'en parle pas forcément, mais ce que je veux dire c'est que même s'il y a des cas graves de violence sexuelle et sexiste, en fait les raisons principales qui poussent les femmes en dehors du milieu académique, c'est des choses plus, enfin, assez subtil en général, justement. Donc, c'était assez intéressant, cette étude-là. Et aussi, le fait que voilà, les comités Ouais, ça, c'était assez rigolo. C'est les comités qui ont des biais implicites, ils promeuvent moins de femmes quand ils pensent que les biais de genre, ça n'existe pas. Donc en fait, c'était assez intéressant sur le fait que bah, il faut se former. Alors ça, c'est aussi un message pour les collègues chercheurs qui écoutent. Qu'on soit femme ou homme, c'est toujours intéressant de se former à la question des biais, parce qu'on en a tous et toutes. Et donc, quand on prend des décisions sur des personnes, notamment, bah, il faut en être conscient. Et voilà. Il y a des techniques hein, qui existent. Moi, j'avais fait partie d'un jury pour la NASA, par exemple, où donc c'était pas des postes, c'était pas on recrutait pas des personnes sur des postes, mais on recrutait des projets de recherche. Et justement, c'était intéressant parce que pendant toutes les discussions, on n'avait absolument pas le droit de dire les noms des proposants ou de dire he ou she. En fait, on ne devait pas parler des personnes. On devait juste dire it en parlant de la proposale. Donc, par exemple, on devait dire la proposale ne couvre pas la question des ressources numériques. On ne devait pas dire il n'a pas traité. Voilà. Et donc, au début, c'était un peu bizarre. On n'était pas très habitué à ça. Mais finalement, au bout de quelques je pense que ça a dû prendre un quart d'heure. Mais au bout d'un quart d'heure qu'on s'est habitué à parler que des projets, et ben en fait, on s'est rendu compte qu'on oubliait du coup si la personne était un homme, une femme, un noir, un blanc, un juif, un catholique, j'en sais rien. On oubliait tout ça et donc on se reconcentrait sur vraiment est-ce que la partie scientifique était importante ou pas, était bien traitée ou pas. Et donc, voilà, moi au début j'étais un peu sceptique et puis en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait réussi à se dégager d'un certain nombre de biais grâce à ça. Donc voilà, je dis pas qu'il faut absolument faire ça tout le temps, mais en tout cas, en tant que chercheur, quand on est membre de jury, on peut faire attention à ça. Bien sûr aussi, il y a des questions qui sont pas liées que au monde de la recherche, hein, mais qui sont les questions
des tâches ménagères, par exemple, etc. Donc ça, évidemment, c'est très personnel, ça dépend de chaque famille. Mais on peut quand même rappeler aux jeunes que malheureusement, il y a encore beaucoup de... enfin, voilà, que la partie des adultes qui... Alors c'est la partie des adultes qui cuisinent ou font du travail de maison en Europe. C'est des chiffres qui datent... Ah mince, là, j'ai pas mis la date. Mais c'était pas très vieux, hein, c'était... Voilà. Et donc, on voit bien que les barres roses sont beaucoup plus longues que les barres bleues. En plus, il n'y a pas de piège, hein. Rose, c'est les femmes et bleu, c'est les hommes sur ce graphique-là. Donc ça fait que forcément, il y a beaucoup plus de charge mentale, généralement portée par les femmes que par les hommes. Et donc, comme on a des métiers en recherche qui sont des métiers très intellectuels, où il faut donc beaucoup, beaucoup réfléchir, bah, plus on a de la charge mentale, moins on a de la place pour les équations de physique des plasmas, ou, etc., etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait qu'une fois recruté en laboratoire, euh, enfin, en tout cas, après le doctorat, les femmes s'évaporent aussi pour ces questions-là. Mais là où on se recentre un petit peu sur notre question à nous, c'est qu'en fait, ça commence très très tôt, ces histoires de biais, de genre, etc. Là-dessus, je vous recommande un livre, je vous l'ai mis à la fin dans les ressources, qui est un tout petit livre qui se lit très très vite. Ça s'appelle Nos cerveaux, tous pareils, tous différents. Ça avait été écrit par Catherine Vidal en 2015. Le but de ce livre, c'était de recenser toutes les expériences qui ont été menées et qui ont soi-disant prouvé par A plus B que les femmes étaient moins capables que les hommes ou aimaient moins les maths que les hommes, etc. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces études qui ont été faites voilà, finalement très rapidement ou alors sur des échantillons biaisés, etc., etc. Mais il y a aussi dans le livre des expériences qui expliquent justement comment le- les goûts de genre, etc., enfin liés au genre, comment ça infuse aussi tout au long de la vie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans ce livre, il rappelle qu'à 3 mois, les bébés, ils réagissent exactement de la même façon à différents types de jeux. Et aussi, il montre qu'à la naissance, il y a très très peu de différence sur le cerveau entre les filles et les garçons. Mais que dès 10 mois, les écarts se creusent et qu'à 3 ans, ça y est, les goûts filles-garçons sont déjà très marqués sur les enfants. Et ça, une fois que les enfants ont évolué dans la société, quelle qu'elle soit, ce qui explique le livre, c'est que ça devient très difficile de voir qu'est-ce qui est en gros biologique ou pas. Mais c'est surtout que l'impact de la société est énorme. Et je dis exprès de la société parce que ça dépend pas justement que des parents. J'avais un collègue qui me racontait à Toulouse que il était désespéré parce que lui, chez lui, c'était toujours lui qui passait l'aspirateur, absolument toujours. Et que un jour, sa fille de 3 ans lui a dit Papa, je voudrais que tu m'achètes un aspirateur pour faire comme maman. Et il était désespéré. Et en même temps, c'est parce que voilà, on se dit ça dépasse en fait ça dépasse le cadre vraiment strictement des parents. Mais donc, en tout cas, ça, c'est des chiffres qui sont assez fous de se dire que déjà à 3 ans, les enfants ont intégré qu'il y a des choses qui sont deux filles ou deux garçons. Et aussi, une expérience qui m'avait marquée quand j'ai lu le livre, c'était que même avec des bébés de quelques mois, donc c'est des bébés qui ont entre 0 et 6 mois, si je me souviens bien, c'est une étude aux États-Unis où ils ont mis des bébés filles-garçons, et en fait, ils les ont, un même bébé, ils l'ont habillé d'abord en fille, enfin en rose avec des petites fleurs, etc., puis en garçon, et ils leur ont donné, ils les ont présentés à des adultes en disant, voilà la petite Marie, ou voilà le petit Paul, enfin, et en fait, ils se sont rendus compte que les adultes, enfin nous, on réagit de manière différente quand on nous présente un bébé en nous disant que c'est une petite fille ou que c'est un petit garçon. Et notamment avec une petite fille, on va lui parler, on va lui raconter des choses, etc. Un petit garçon, on va le faire bouger. Voilà. Et donc, bon, j'exagère un petit peu, hein, il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Mais grosso modo, ça m'avait vraiment frappé du fait que, en tant qu'adulte, on ne se comporte pas pareil avec les filles et les garçons quand ils sont déjà tout petits. Et donc, ma conclusion de tout ça, c'est de me dire que je trouverais ça absurde que ensuite, devant des jeunes adultes ou des lycéens, on puisse penser que en se comportant exactement de la même façon avec des filles et des garçons, on va pas forcément les faire. Enfin, en gros, il y a une certaine population on- avec qui on va se comporter, enfin, en gros, qui va être plus à l'aise, enfin, naturellement non, j'aime pas ce mot, mais de par toute cette éducation genrée qu'on transmet aux enfants,
En fait, après, il ne faut pas s'étonner si globalement, les filles paraissent être moins douées ou avoir moins d'appétence pour certaines choses, puisqu'en fait, on ne développe pas les mêmes compétences chez les enfants déjà très tôt. Là où ça s'aggrave encore plus à l'école primaire, par rapport aux maths et à la physique, hein, c'est essentiellement par trois raisons, pour trois raisons. La première, c'est le manque de modèles. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'avais entendu à Toulouse dans une formation. Donc, je suis désolée, je me souviens plus du nom des personnes qui faisaient ces formations, mais c'était extrêmement intéressant, qui disait qu'en fait, même tout petit, quand on parle de science aux enfants, dès qu'on introduit des noms de formules ou de théorèmes ou voilà, bah, généralement, c'est que des hommes dont on parle. Même les unités, en fait, hein, les unités de... Bon, alors vous allez me dire, on va pas voir forcément le volt en primaire, et encore, je suis même pas sûre. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les unités qui portent des noms de personnes, généralement, ce sont des unités qui portent les noms d'hommes. Donc même sans présenter des portraits, etc., avec les images des personnes, en fait, quand on enseigne les maths et la physique, et ça c'est encore plus vrai au lycée au collège, lycée et à la fac, en fait, on parle beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc en fait, on est enfin, les garçons ont de base des modèles alors que les filles en ont beaucoup moins. Et donc ça, c'est embêtant pour voilà, des problèmes de construction, de représentation des enfants. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Donc la menace du stéréotype, c'est quelque chose qui est vrai pour les femmes et les hommes, mais c'est aussi quelque chose qui est très vrai pour bah, n'importe qui en sciences qui n'est pas blanc et, et homme. Je dis ça parce qu'à la fac, je m'en rends compte aussi par rapport notamment aux étudiants filles ou garçons, mais enfin femmes ou hommes, mais bah, qui sont pas blancs de peau. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et donc la menace du stéréotype, c'est l'idée que comme on dit que les filles sont moins fortes que les garçons, et ben moi en tant que fille, je vais me dire que je suis moins forte que les garçons. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut. Enfin, c'est vraiment le côté où, par exemple, on pourrait prendre l'exemple, on dit que les filles conduisent moins bien que les garçons. Et ben, quand j'ai passé mon permis, ça se trouve, j'étais plus stressée parce que je me suis dit, bah, inconsciemment, hein, évidemment, mais en tant que femme, je suis moins douée qu'un homme pour conduire. Donc ça, la menace du stéréotype, ça a été très bien documenté. Il y a beaucoup, si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver tout un tas de rapports, d'études, etc. Là-dessus. Mais c'est vraiment vrai, ça existe et ça a été démontré notamment grâce à cette figure. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous, cette figure de Ray Osterrieth, je ne sais jamais comment on dit ça. Mais grosso modo, c'est ce schéma. Et en fait, il a été proposé à certaines classes de primaire en disant que c'était un exercice de mathématiques et qu'il fallait reproduire la figure. Et ensuite, il a été proposé à même type d'échantillon de classes de primaire en disant que c'était une œuvre d'art et que c'était un dessin et qu'il fallait le recopier. Et en fait, ils se sont rendus compte que juste en changeant la consigne, alors que c'est exactement le même dessin, hein, on est d'accord, les filles réussissaient mieux quand c'était présenté comme de l'art plastique que quand c'était présenté comme des maths. Ce qui prouve bien qu'elles avaient un a priori sur les maths qui ont fait qu'elles se sont moins senties en confiance, alors que quand on leur a dit que c'était du dessin, elles ont bien réussi. Euh, donc c'est comme ça qu'ils ont démontré la menace du stéréotype. Et ensuite, le dernier point, c'est l'éducation biaisée par genre qui fait que les enseignants et aussi nous, hein, les chercheurs, etc., bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous biaisés, on a tous des biais notamment. Et que quand on sait qu'en plus les enseignants du primaire, sans faire de stigmatisation, sont majoritairement issus de formations non scientifiques, et en plus sont aussi souvent plus des femmes que des hommes, bah, en fait, ils ont parfois même eux-mêmes pas confiance dans leurs compétences scientifiques et donc ils transmettent aussi ça aux enfants. Et en plus, surtout quand donc, ils sont des femmes qui transmettent cette un peu peur des maths ou des sciences aux enfants, ils peuvent aussi traiter eux les enfants différemment en fonction de si c'est des garçons ou des filles et sans s'en rendre compte. Un autre truc qui m'avait frappé dans le livre là, de Catherine Vidal, alors c'est pas chez les primaires, c'était dans les crèches, que, il y a une étude qui a été faite, je crois, aux États-Unis, qui montrait que dans les crèches, les bébés filles, on les laisse pleurer plus longtemps que les garçons, par exemple. Parce que bon, c'est une fille qui pleure, c'est normal. Un garçon qui pleure, c'est pas bien. Donc voilà, enfin bref, j'exagère aussi un petit peu, mais ça m'avait frappé de voir que déjà en crèche, les adultes traitent pas forcément les filles et les garçons de la même façon. Donc voilà, à l'école, ça doit exister aussi.
C'est pas que des vieux clichés avant MeToo, machin truc, parce que vous voyez, même par exemple la boîte Disney qui est quand même traitée de woke aux États-Unis, etc., etc. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Au moment où je faisais ma présentation à Dublin, je m'étais promenée dans le centre-ville et il y avait une boutique Disney et ça, c'était la vitrine. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise, hein. Je vous ai rien inventé du tout. Donc, vous voyez, les garçons sont au milieu, déjà, hein, ça aurait été surprenant de mixer. Les filles sont sur les côtés et alors, quand vous voyez les adjectifs, les garçons, ils sont fearless, donc sans peur et forts comme Capitaine America. Et les filles, elles doivent être loyales et spirituelles, enfin, et pleines d'esprit. Bon, alors je dis ça dans mon... Ah oui, j'ai écrit un livre aussi, donc ça, j'en ai pas parlé, mais dans le livre, je dis que, en tout cas, quand je vois des jeunes filles qui veulent faire de l'astrophysique, j'aurais plus envie de leur conseiller d'être sans peur et forte que loyale et pleine d'esprit, parce que bon, quand on doit passer des concours et se défendre dans des milieux assez compétitifs, euh, voilà, bah, c'est très bien d'être loyal et pleine d'esprit aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, cette vitrine m'avait frappée par voilà, le côté impressionnant du traitement des filles et des garçons. Puis les filles, voilà, elles ont quand même une attitude un peu moins, je sais pas, c'est intéressant. Donc là, on parlait des primaires, mais là où c'est impressionnant, c'est sur les effets sur la suite. Donc là, je vous parle d'une étude dont je vous ai mis la référence à la suite qui a été publié très récemment sur le site web de l'association Femmes et Sciences, dont je suis membre. Et donc, cette étude a porté sur l'impact des stages de troisième. Parce qu'on se dit tous que c'est bien de prendre des stages de troisième pour les faire, des stagiaires de troisième pour leur faire découvrir les métiers scientifiques. Donc, il y a énormément de trucs hyper intéressants dans cette étude que je vous invite à aller regarder. Mais moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est ce graphique-là qui vous dit que, donc, au niveau de la troisième, donc voilà. Pour les garçons, la science, elle est avant tout utile, et pour les filles, elle est avant tout difficile. Et donc ça, c'est quand même hyper flagrant euh, que donc les garçons et les filles ont pas la même perception de ce que c'est que la science. Euh, et donc voilà, ça veut bien dire que dès le primaire, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, euh, comment on fait pour gérer tout ça? Donc là, pareil, je vous ai déjà dit au début, je suis pas ni sociologue ni chercheuse en sciences de l'éducation, etc. Donc c'est plus des conseils que je donne par rapport à mon expérience et avec les classes et avec différentes réunions de famille sciences, etc. auxquelles j'ai pu assister. Euh, Là où je voulais dire on ne lâche rien, c'est qu'il faut surtout pas se dire que depuis MeToo, tout va bien, tout est devenu égalitaire, etc. Et c'est surtout que, en fait, quand on regarde les différentes études, on se rend compte qu'il n'y a rien qui tout seul suffit à régler le problème. Et donc, c'est vraiment le fait que ça diffuse dans un maximum de supports, de formats, d'occasions différentes qui fait que on va faire progresser la part des femmes pardon, dans les sciences. Notamment, j'avais assisté à une conférence de... Alors, j'ai un trou là sur son nom, je suis désolée. D'une très grande spécialiste de ces questions-là, qui disait que certes, le poids des stéréotypes est énorme, mais que le cerveau est tellement bien foutu que chez les enfants, même s'ils sont eux dans un milieu hyper stéréotypé, par exemple, ou dans leur famille et dans toutes les familles de leurs copains, les mamans ne travaillent pas, le papa travaille et les mamans ne font pas des maths, etc. Que même si donc ils ont toute cette éducation très stéréotypée, etc., entre les filles et les garçons, qu'il suffit justement d'une intervention, parfois, de quelqu'un pour leur faire réaliser très vite que c'est pas parce que tout ce qu'ils connaissent est comme ça que justement ça veut dire que c'est comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, ce que disait cette personne, c'est que voilà, même une petite fille qui grandit dans un milieu hyper stéréotypé, il y a eu des études donc, qui ont montré qu'il suffit qu'elle voit une femme scientifique à un moment, etc., pour qu'elle comprenne que c'est pas lié au fait qu'elle soit une femme qu'elle fera pas de science, par exemple. Donc ça veut dire que l'un des interventions des chercheurs et des chercheuses, notamment dans les classes, ça a quand même un impact possible. Alors évidemment pas sur toute la classe, hein, mais ça a un impact non négligeable.
Donc quand j'ai dit, donc là, alors je vais reprendre mes petites boîtes dans l'ordre. Donc encourager la formation des professeurs, j'ai envie de dire des chercheurs aussi, hein, parce que c'est des questions sur lesquelles tout le monde a l'impression de tout savoir, mais en fait non. Généralement, on apprend toujours beaucoup de choses dans des formations liées au genre. À Sorbonne Université, par exemple, quand j'ai été recrutée, on a eu une heure de formation sur ces questions-là de femmes et d'hommes. Bon, moi, j'étais un peu triste que ce soit très, très tourné autour des VSS, donc des violences sexuelles et sexistes, mais voilà, on- je pense qu'il faut encourager la formation des professeurs à tous les niveaux. Alors, la deuxième boîte, la connaître des femmes scientifiques de tout niveau à citer, ça, c'est parce que voilà, c'est un exercice qu'on fait avec les enfants. On leur demande, bah, donnez-nous des noms de scientifiques célèbres. Si on dit juste des scientifiques célèbres, généralement, on n'a que des hommes. On a parfois Marie Curie qui sort. Et quand on leur demande des femmes scientifiques, bah là, il n'y a plus que Marie Curie qui sort, généralement. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que, par exemple, si je pose cette question-là à la fête de la science, bah maintenant, je commence à avoir plus de femmes scientifiques quand je demande à des enfants que quand je demande à mes collègues hommes, chercheurs, enfin, ou même hommes ou femmes, mais chercheurs en astrophysique. Donc, vraiment, il faut vous obliger à vous dire, il faut que j'en connaisse une dizaine, mais plus par cœur, quoi. Il ne faut pas avoir à faire une recherche Wikipédia pour retrouver le nom de la personne, etc. Donc, à citer. Ça, c'est très important. Les stagiaires de collège-lycée, ce qui est intéressant, ce qui ressort de l'étude, c'est que c'est absolument pas suffisant pour faire connaître les métiers scientifiques. Parce que justement, généralement, les stagiaires de troisième qui font leur stage de troisième en milieu technique ou scientifique, c'est parce que c'est des proches, enfin parce que leurs proches travaillent dans le labo ou dans l'entreprise. C'est très rare d'avoir des jeunes qui viennent faire leur stage de troisième avec vous et euh, qui n'ont pas des parents scientifiques ou qui connaissent des gens du labo, etc., etc. Donc, c'est quelque chose à savoir parce que comme ça peut vous encourager à, quand vous prenez des stagiaires, à vous dire, bah, en plus de la petite nièce de ma cousine, machin, je vais prendre peut-être quelqu'un qui vient d'un milieu moins favorisé. Et là, donc, dans les slides de la présentation qui sont sur Internet, il y a une page sur des associations qui existent et qui sont censées proposer des offres de stage de troisième à des milieux, à des jeunes issus de collèges qui n'ont pas accès, voilà, qui ne sont pas le lycée privé à Meudon ou je ne sais quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc à faire aussi. Alors quand je dis à faire, je donne pas des ordres, hein, évidemment, c'est des petits conseils si vous voulez faire bouger ces questions-là. Donc se former régulièrement sur les questions d'égalité, parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui existent, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles, et puis c'est toujours bien d'avoir des chiffres clés à citer pour démonter très rapidement des arguments. Ensuite, donc les parrainages de classe, c'est une initiative qui est proposée par l'Observatoire de Paris, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que bah, déjà pour les chercheurs, on est en contact avec des enseignants, donc on peut se rendre compte aussi des besoins des enseignants et de comment ils travaillent, etc. Et puis aussi parce que bah, l'idée, c'est d'accompagner la classe sur l'année et donc on peut aussi former un lien plus solide que quand on va juste une fois dans une classe et que les enfants ne revoient jamais, parce que ça leur... Enfin, c'est pas forcément hyper... Enfin, c'est moins utile que quand ils voient la personne plusieurs fois, qu'ils se mettent à retenir son nom, etc., etc. Aussi un truc que je trouve qu'on fait pas assez par contre dans les parrainages de classe, donc ça dépasse un peu le cadre de ce séminaire, mais c'est de proposer aux doctorants et postdocs d'accompagner les visites parce que comme ça c'est aussi utile pour les doctorants et les postdocs de se former à rentrer en contact avec des jeunes publics. Parce qu'après, bah, quand ils seront chercheurs et qu'ils participeront à un événement dans la fête de la science, etc., bah, ça évitera qu'ils présentent leur science avec un niveau tellement inaccessible qu'en fait, ils ont un effet complètement contre-productif parce que les enfants, au lieu de se dire, ouais, trop bien, des chercheurs, ils vont se dire, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop compliqué. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, les filles ont l'impression que les sciences sont plus difficiles que utiles. Donc il faut vraiment faire très attention à ne pas présenter de la science de manière
trop inaccessible si on veut attirer plus de femmes dans les sciences. Et pas parce qu'elles sont plus bêtes, hein, c'est parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une question de ressenti. Euh, donc ouais, les biais de stéréotypes, etc., ça c'est aussi très intéressant. Il y a enfin beaucoup, il y a de plus en plus de livres qui sortent sur les différents biais, et c'est pas que des biais de genre, hein, c'est plein de biais sur la façon dont on apprend, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours utile. Et aussi, en tant que chercheur, je pense que c'est important de continuer à promouvoir la culture scientifique dans des formats vraiment variés. Il n'y a pas un format qui est plus utile ou moins utile que les autres. C'est juste que quand on fait des formats différents, eh bien, c'est comme quand on enseigne, en fait, hein. Quand on enseigne, si on fait qu'un seul type d'évaluation, par exemple, eh ben, en fait, intrinsèquement, on ne sélectionne que enfin, la part de la population des étudiants qui était à l'aise avec cette forme d'évaluation. Alors que quand on fait une évaluation qui comporte à la fois une partie écrite, une partie orale, euh, une partie en équipe, une partie individuelle, eh bien, mine de rien, on réduit les biais liés au fait que bah, certaines évaluations sont plus... et c'est pas les questions de femmes ou d'hommes, hein, c'est des questions de tout le monde. Chacune et chacun d'entre nous, on est tous plus ou moins à l'aise avec certaines formes d'évaluation. Bon, bah voilà, c'est pour ça que plus on diversifie les formats, plus on s'assure de toucher un public large. Et il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, comme j'ai dit, mais voilà. Donc ça demande effectivement beaucoup de temps, etc. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'en tant que communauté scientifique, ça vaut vraiment le coup qu'on fasse connaître les initiatives des uns et des autres, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses déjà disponibles, mais qu'on ne connaît pas toutes ces ressources. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis tout à fait ouverte à toute suggestion de ressources en plus. Alors ensuite, on fait attention à certains détails. Euh, comme comme on l'a vu, les filles ont plus l'impression que la science est difficile que utile. Or, les filles, justement, de par notre éducation genrée, malheureusement, ou pas, hein, mais on est beaucoup plus souvent, alors évidemment, quand je dis on, c'est pas des cas individuels, hein. Évidemment, individuellement, on a heureusement toutes et tous des personnalités différentes. Mais globalement, quand on regarde les études qui sont faites sur des échantillons de population assez larges, les femmes portent un regard beaucoup plus important sur comment, justement, est-ce qu'elles sont utiles ou pas et comment la société et les parents, etc., approuvent ou pas ce qu'elles font. Et donc, c'est très important de présenter effectivement des cas de sciences très concrets. Donc, par exemple, moi, quand j'interviens dans les classes, comme je fais de la physique des plasmas, je parle, même pas beaucoup, mais je parle un petit peu toujours de la météorologie de l'espace et du fait que la science qu'on fait, ça permet de sauver des satellites artificiels, de justement protéger les astronautes, etc. Parce que si on connaît mieux le vent solaire, eh ben, on peut mieux comprendre ses effets et donc etc., etc. Donc c'est plus ou moins facile en fonction des disciplines scientifiques, mais c'est vraiment très important de montrer à quel point la science est utile et comment la recherche qu'on fait est utile. Euh, un autre truc aussi, c'est on évite de présenter, alors quand je dis on évite, ça ne veut pas dire qu'on ne faut absolument pas le faire, mais il faut prendre conscience que chaque fois qu'on parle de génie ou de talent, ces mots-là, la génie et talent, en fait, les filles se retrouvent beaucoup moins dans ces mots-là que les garçons. Et donc, voilà, faire vraiment très attention à la façon dont on présente les choses, sans au contraire tomber dans un truc trop simpliste, hein, parce que par contre, les filles n'aiment pas qu'on les prenne pour des débiles non plus. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut s'assurer que on ne va pas présenter quelque chose au contraire, enfin, de trop difficile ou de trop inaccessible. Et surtout, de ne pas présenter les gens en disant comme si c'était un peu inné, que sans travail, ils auraient réussi à trouver toutes les équations hyper compliquées du monde sans aucun problème, etc. Alors, j'ai mis exprès en provoquant un petit peu, on arrête avec Einstein et Marie Curie. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais appris à faire avec Wax Science. C'était l'idée que quand vous présentez la science aux enfants, il faut à la fois leur donner des modèles, donc leur parler de personnalité, mais il faut quand même aussi leur donner des modèles pour lesquels ils peuvent se retrouver. Et donc, quand je disais, enfin, quand on parlait de ça, moi personnellement, je suis une fan
inconditionnel de Marie Curie, donc j'avais tendance à beaucoup parler de Marie Curie, mais on m'a fait remarquer que pour une petite fille, c'est la seule personne qu'elle connaît qui est de sexe féminin en sciences, c'est Marie Curie qui a eu 2 prix Nobel et qui est la seule personne de l'humanité à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Forcément, ça met la barre quand même extrêmement haut en termes de portée. Donc, il faut... Ah ben, j'ai même pas fini ma bulle. Donc, si on les présente, on présente aussi des personnes moins, j'ai pas dit moins quoi, mais ce que je veux dire, c'est des personnes moins exceptionnelles. Et donc, plus on présente de parcours variés, plus on permet aux jeunes de se rendre compte que c'est accessible, pas pour tout le monde non plus, hein, parce que c'est des études très exigeantes, mais c'est un peu comme Je sais pas si vous avez vu le film Ratatouille de Disney. Mais dans Ratatouille, ils disent que le petit rat, là, justement, ils disent tout le monde ne peut pas faire de la cuisine, mais n'importe qui peut devenir cuisinier. Dans le sens que c'est pas telle ou telle catégorie de personnes qui sont destinées, prédestinées à devenir cuisinier. Ben là, c'est pareil pour les scientifiques. Donc, mais il faut faire attention à ça. Un truc aussi très important, on fait attention à laisser du temps aux enfants, ados, pour réfléchir à leurs réponses ou construire un raisonnement. Ça, il y a eu. Alors ça, pour ça, je me suis basée sur différents articles qui sont publiés notamment dans le rapport du colloque de Femmes et Sciences de 2021. Ça doit exister dans d'autres rapports, mais c'est celui-là que j'avais à la maison, qui montre que les jeunes filles, plus que les jeunes garçons, vont avoir besoin, enfin en gros, vont se sentir en confiance pour répondre s'ils sentent qu'ils vont avoir le temps d'expliquer ce qu'ils pensent. Et surtout, si un enfant il dit une bêtise, il faut surtout pas lui dire tout de suite non c'est faux et passer à autre chose ou non, non c'est vraiment pas ça et tout ça. Parce que c'est là où en fait on braque les jeunes et en particulier les jeunes filles. Donc voilà, faire très attention à quand ils disent quelque chose de faux, d'essayer de reprendre le raisonnement avec eux pour leur permettre d'arriver à leur propre conclusion, enfin qu'ils arrivent eux-mêmes à la conclusion juste. Euh, c'est très important. Aussi, ça c'est donc Étienne Klein qui a dit ça sur France Culture dans une émission où il interviewait une chercheuse qui est donc citée dans ce fameux rapport de colloque de femmes et sciences qui s'appelle Clémence Perronnet. Donc Étienne Klein, en interviewant Clémence Perronnet, a dit on raconte la science, on montre l'humain et on touche aux émotions. Et il disait ça pour l'idée de faire aimer la science aux jeunes. Clémence Perronnet, elle a travaillé sur le goût, je mets des guillemets parce que voilà, des filles et des garçons par rapport aux sciences. Et donc, dans ce cadre-là, Étienne Klein a dit ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment important. Moi, dans mes exposés, je parle beaucoup de l'aspect humain, des missions spatiales, des collaborations scientifiques. Je montre avec qui je travaille pour que les jeunes comprennent que c'est vraiment quelque chose de collectif, etc. Et ça, donc, c'est vrai quand on travaille avec des enfants, pour leur faire aimer les sciences et pour qu'ils sentent en confiance avec les sciences, c'est très important de ne jamais les mettre en compétition sur le plan individuel. Là, on peut traumatiser des jeunes assez facilement. Donc, si vous voulez les faire participer, il faut au maximum privilégier des épreuves collaboratives et en particulier faire des équipes mixtes. Ça marche très bien et en fait, il y a plusieurs études qui ont montré que, par exemple, pour les séances de travaux pratiques en classe, quand on force les jeunes à travailler par équipe mixte, en fait, mine de rien, les filles tirent des compétences des garçons et les garçons tirent des compétences des filles et donc on arrive à gommer un peu les effets de genre dans les études. Troisième point, on ne confond pas science et expérience, surtout au primaire. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est dit par beaucoup d'autres gens que moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est que et puis c'est l'inverse au collège en fait. Donc au collège, il y a besoin, à partir du collège, il y a besoin de plus d'expérimentation et plus de liens entre l'expérience et les maths. Mais par contre, au primaire, il faut pas croire que parce qu'on va juste leur montrer 3 échantillons de météorites, on a fait le job et qu'ils vont vouloir devenir astronomes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut certes leur faire pratiquer des choses, mais c'est tout aussi important, même avec des enfants, de leur faire une partie exposée plus conférence pour leur montrer voilà, plein de choses et, et pour leur expliquer que la science, c'est certes le... Alors par contre aussi, c'est ce qu'ils disent dans le livre, mais il faut toujours bien rappeler qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique, mais aussi montrer tous les impacts sur la société, etc., etc.
Parce que si vous faites que des expériences, bah, en fait, les enfants, ils se disent en mode, ah bah c'est un truc rigolo, la science, mais ils se disent pas, ah on va Donc ce qui est très bien, hein, moi je cautionne ça. Mais si vous faites que ça, ils se disent, c'est un truc rigolo, donc c'est pas un truc dont on peut faire notre métier plus tard. Parce que les enfants voient leurs parents et ils savent que les métiers, c'est pas des trucs rigolos en général. Donc donc c'est ça. Alors 4, on laisse le temps de se tromper, de construire un raisonnement, on fait preuve de bienveillance, on ne se moque pas. Bon, ça, j'en ai déjà un peu parlé, je pense que c'est assez évident pour tout le monde ici. Mais c'est vraiment très très important, si vous voulez pas perdre les filles, de leur laisser le temps de se tromper, de réfléchir, parce que voilà, si vous êtes trop, enfin si vous avez trop, enfin si vous donnez l'impression qu'il faut tout savoir du premier coup, etc., en fait, vous perdez encore plus les filles que les garçons. Parce que, comme je l'ai dit, les filles font beaucoup plus attention à l'image qu'elles renvoient que les garçons. En tout cas, dans leur jeunesse. Après, plus tard, je sais pas. Ça, c'est des conseils que j'ai repris donc, du fameux rapport de colloque d'une personne qui s'appelle Marie-Blanche Moura et qui était inspectrice générale, je crois, des enseignants, qui a fait donc tout un article qui est dans le rapport de colloque là-dessus et qui a dit ça que je trouve très important. Donc, on valorise évidemment les maths, la physique, la chimie, la SVT, enfin les SVT, etc. Mais il faut vraiment, quand vous parlez dans les classes ou quand vous êtes devant des publics jeunes, euh, vraiment montrer aussi que pour être un bon chercheur, il faut d'autres compétences euh, qui sont pas que des maths, de la physique, de la SVT, et donc notamment d'esprit critique. La créativité, ça c'est très important, parce que si on, surtout si on garde en tête le biais que les jeunes filles se sentent plus en confiance si on leur dit que la figure c'est un dessin plutôt que des maths. L'écoute, l'humilité et le doute. Et ça, c'est très important parce que justement, bah, ça permet d'encourager des profils qui doutent plus d'eux-mêmes aussi, peut-être plus jeunes, mais qui après pourraient se révéler être justement des génies. On ne sait pas. Mais voilà. Ensuite, j'avance parce que je vois que je suis très en retard. On essaye donc de présenter autant de femmes que d'hommes, et donc en faisant bien attention que voilà, même des noms de théorèmes, des noms d'unités, etc., ça peut être porté avec des noms d'hommes. Donc ça, moi, je le vois dans mes cours à la fac. Dans mon cours à la fac, je regarde sur les slides et dès que j'ai parlé, bah, je sais pas, des équations de Kepler, même si j'ai pas parlé de Kepler, et ben, j'essaye de présenter une femme scientifique à la fin en compensation, etc. Un autre truc aussi que vous pouvez faire, c'est rappeler que par exemple Einstein, certes, c'était un génie, mais par exemple, enfin, il a été un père et un mari absolument exécrables. Donc voilà, il ne pouvait pas réussir sur tous les plans. Ou aussi parler de justement de personnages scientifiques comme Kepler, parce que Kepler, moi j'aime bien le citer devant les jeunes parce que c'est un des rares astronomes connus dans l'histoire de l'astronomie qui venait d'un milieu très, très pauvre et surtout qui a continué justement à porter sa famille à bout de bras jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça donne aussi, même pour les petits garçons, ça leur donne des modèles d'hommes scientifiques qui ont un comportement plus égalitaire que, je sais pas, par exemple, Newton, il n'a pas eu d'enfant, il était quand même dans un milieu assez favorisé. Voilà, donc c'est pour faire attention à ça, en fait, se rendre compte que quand vous présentez la vie des hommes et des femmes célèbres en astronomie, faire attention à leur parler aussi de ces questions-là. Donc là, je suis très en retard, donc j'ai pas le temps, mais c'était pour vous montrer que j'avais fait. Bon, alors j'avais une tête horrible parce que je rentrais de congé maternité, mais euh, j'avais fait une petite vidéo à partir de ce que j'avais fait pour Wax Science. Donc là, je vous la montre en accéléré, mais pour expliquer à l'occasion du 11 février, qui est la journée des femmes et des filles de science, que voilà, c'est une vidéo où je parle avec un vocabulaire pour les enfants, pour leur expliquer pourquoi on a fait une journée des femmes et des filles de science et pourquoi c'est important. Enfin, c'est un peu un résumé de ce que je viens de tout vous dire. Alors, je vais passer très vite sur les ressources. Donc, on a fait avec un groupe, j'étais loin d'être toute seule, mais avec un groupe de collègues, des portraits de femmes astronomes qui ont un lien avec l'histoire de l'Observatoire de Paris PSL. Donc, il faut les chercher un petit peu, mais ils sont sur la page de l'Observatoire, donc dans Actualité, Manifestation et Savoir. Voilà. Donc, il y a eu une dizaine de portraits. Il y a eu un séminaire donné exactement il y a un an par Mathilde Malin, qui était à l'époque en doctorat, et que je vous recommande parce qu'il est très très complet. Il parle de beaucoup de choses.
Il y a beaucoup d'exemples de femmes scientifiques dedans. Le site web de Femmes et Sciences, il est pareil, pas forcément hyper. Donc, il y a un onglet ressources qui est un peu pénible parce qu'il faut défiler toute la page. En fait, vous ne pouvez pas trouver chaque ressource en cliquant. Il faut vraiment faire défiler la page pour voir toutes les ressources. Mais où il y a beaucoup de choses disponibles. Et donc, en particulier, ce rapport là dont je vous ai parlé de Milou Balandier et Valérie Archambault sur l'impact des stages de troisième, où vous avez des références, notamment, donc, comme j'ai dit, vers les associations qui vous permettent de recruter des stagiaires, mais ça, c'est plus après le primaire, mais voilà. Aussi, un autre truc qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a déjà des expositions toutes faites pour présenter les femmes scientifiques. Alors, pour les enfants, je vous recommande plus la première, donc les découvreuses anonymes qui avaient été faites. Alors, moi, je n'ai pas participé, mais par l'association WAC Science, qui sont. Donc, si vous tapez ça, le PDF est disponible, vous pouvez les imprimer, c'est libre d'utilisation sans aucun problème. Donc, vous pouvez. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une illustration avec une question un peu provocatrice, et puis derrière, il y a une explication de la femme qui a fait ça, etc. Par exemple, la femme qui a inventé Heidi, je sais trop sur son nom de famille, qui a participé à l'invention du Wi-Fi ou de la Wi-Fi, qui était une actrice aussi en même temps. Donc voilà, il y a des portraits comme ça. C'est pas que sur l'astronomie, mais c'est intéressant. Il y a l'exposition du CNRS et de Femmes et Sciences qui s'appelle La science taille XXL. Et donc ça, je n'ai pas retrouvé exactement le lien, mais il me semble que sur le site des parrainages de classe, il y a aussi des expositions. Alors par contre, ça c'est d'astronomie, c'est pas sur les femmes astronomes, mais des expositions qui sont toutes faites et donc qu'il faut pas oublier non plus. Il y a des jeux. Par exemple, le jeu Mendeleyeva, c'était un jeu fait par exemple, par des collègues de Femmes et Sciences. Et l'idée, c'est le tableau périodique avec des petites boîtes. Et en fait, il y a un objet par élément et une femme associée à cet élément du tableau périodique de Mendeleïev. Il y a de plus en plus de pages Wikipédia, parce que notamment les associations féministes encouragent la création d'ateliers Wikipédia où d'un coup on va écrire plein de pages Wikipédia sur des femmes chercheuses. Il y a notamment une page Wikipédia qui s'appelle Femmes scientifiques, où vous pouvez trouver des exemples. Et c'est classé par rubrique, enfin par discipline. Donc vous pouvez trouver des femmes astronomes, par exemple, comme ça. Donc, je disais, il y a aussi beaucoup de ressources en général sur le site de WAC Science parce que l'idée de l'association à l'époque, c'était de créer justement des outils enfin, clés en main. Ah voilà, Eddie Lamar. Merci Alex Abello. Super. J'avais vraiment oublié son nom de famille. Vous voyez, c'est un exemple typique de ce qu'il faut absolument pas faire devant des enfants. Donc voilà, je mets en pratique ce que je dis. Et donc, sur la page de web de Femmes et Sciences, donc comme j'ai dit, il y a tout un tas de ressources. Moi, quand j'étais en postdoc, j'avais participé à la réalisation de vidéos pour les profs, hein, pas pour les enfants, de comment utiliser les ateliers. Et donc, où je donne, enfin, on donne, parce qu'on a été plusieurs femmes à participer à ces ateliers, des définitions, des petites ressources, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, je vois qu'il y a Régis Courtin qui nous donne aussi le who's she, pardon, sur le site comprendre-pour-agir.org. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses que je trouve qu'il faut qu'on partage beaucoup plus parce que ça existe, c'est déjà fait et donc vous pouvez l'utiliser de manière beaucoup plus, enfin, sans perdre trop de temps. Il y a vraiment tout un tas de livres maintenant qui existent de tout niveau. Il y a même des livres spécifiquement pour enfants et pour ados sur les femmes scientifiques. Je sais que chez Femmes et Sciences, il y a des personnes qui en font la recension. Donc, c'est Femmes et Sciences Occitanie. Si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous retrouver les personnes qui s'occupent de ça. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de livres qui existent. Donc, c'est vraiment dommage de vous en priver. Il y a aussi l'IRAP qui avait fait qui fait un énorme travail de recension de ressources. Alors ça dépasse hein, évidemment l'enseignement des sciences au primaire, mais c'est vraiment autour des femmes et des hommes dans le milieu académique, où vous allez trouver tout plein de ressources, des conseils, des tutos, etc. Ce petit livre-là, donc tous nos cerveaux, tous pareils, tous différents, parce que je vous jure que vous allez y trouver des tas de petits arguments hyper clés à ressortir devant typiquement la maman qui va vous dire ah non mais moi j'étais nulle en maths donc je comprends que ma fille soit nulle en maths. Voilà, vous aurez typiquement de quoi lui expliquer que non, ce n'est pas comme ça que ça marche grâce à ce petit livre. Il y a aussi tout un chapitre là-dessus dans croyances et idées fausses en astronomie que je vous recommande très 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 vivement d'acheter et de lire si vous enseignez
à quelque niveau que ce soit de la science auprès des jeunes, en parrainage ou pas. Donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Et donc il y a un chapitre sur les femmes scientifiques dedans. Et donc, on m'a signalé, à l'occasion de la préparation de ce séminaire, que dans le prochain numéro des Cahiers Claireaux, à l'occasion de la journée des femmes, du droit international du droit des femmes le 8 mars, il y aura un article donc, de Yael Nazé sur des femmes astronomes, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, je voulais finir très très vite par quelques exemples de femmes scientifiques qu'on peut présenter aux enfants. Alors, je dis bien aux enfants en particulier. Donc il y a Mae Jemison qui est la première femme astronaute noire de l'histoire et qui a donc été pilote notamment de la navette spatiale américaine. Pourquoi je la présente elle en général? Parce qu'elle a dit cette phrase que j'aime beaucoup qui dit Never be limited by other people's limited imagination. Donc ça c'est quelque chose que je dis aussi à mes L3 en orientation professionnelle. Donc on peut parler de cette citation. Et puis comme elle donne beaucoup de conférences grand public maintenant, voilà, il y a des ressources qui existent sur elle où on la voit parler. Alors évidemment c'est en anglais, mais c'est une personne très inspirante, je pense, pour les jeunes. Moi j'aime bien leur parler de Haddad Lovelace, notamment parce qu'il y avait des chaussettes à un moment qui étaient sorties. Donc ça les enfants, ça les amuse beaucoup de voir qu'il y a des chaussettes qui existent à son effigie. Et donc qui a inventé la machine à calculer à l'origine de l'ordinateur. Donc c'est quand même quelque chose qui leur parle beaucoup parce qu'ils voient des ordinateurs partout, les enfants. Et donc et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que voilà, elle a un style un peu princesse, etc. Donc sans rentrer dans les clichés, enfin justement, ça démonte un peu le cliché que pour faire des sciences, il faudrait être mal habillé, etc., etc. Parce que chez les enfants, ça compte beaucoup. J'aime bien aussi leur parler de Margaret Hamilton parce qu'elle a eu un Lego. Alors ça, je sais pas à quel point là, je vais me faire taper dessus pour l'avoir mis dans une présentation qui va finir sur YouTube. Mais grosso modo, les Lego, ça, les enfants, ils connaissent bien. Et donc comme Lego a fait l'image en Lego de la photo de Margaret Hamilton, donc qui a écrit le code en fait, qui a permis, alors je sais plus exactement les détails, mais qui a permis aux missions Apollo d'atterrir sur la Lune. Voilà, donc ça leur parle aussi beaucoup aux enfants. Sophie Germain, ça leur parle parce que bah, c'est une petite, enfin, il y a des images d'elle petite fille et elle a commencé à faire des maths à un certain niveau en étant petite fille. Donc ça les aide en tant que représentation parce que bah, voilà, ils se disent quelqu'un qui avait déjà mon âge ou pas loin de mon âge a pu faire des choses très intéressantes en maths à une époque où en plus elle n'avait pas le droit d'en faire. Enfin, en tant que fille, elle avait beaucoup moins d'accès que des garçons à des études scientifiques. Puis il y a un certain nombre de collèges, Sophie Germain, par exemple, en France en ce moment, donc c'est pareil. Caroline Herschel, j'aime beaucoup la présenter aussi parce que bah, déjà, c'est la toute première femme scientifique à avoir une rémunération en tant que chercheuse, même si ça s'appelait une pension royale à l'époque, mais globalement, et ça, c'est toute discipline confondue, donc elle a un rôle extrêmement important, mais aussi parce que donc, elle vient d'un milieu très populaire. Avec son frère, ils sont accédés à l'astronomie par le côté science, on dirait aujourd'hui astronomie amateur, hein. Ils étaient musiciens à la base, donc c'est un profil aussi assez intéressant de persévérance et de sortie d'un certain milieu social aussi, enfin, en gros, contre l'idée qu'on serait prédestiné à faire quelque chose, qui est assez intéressant à parler aux enfants. Puis alors, elle a découvert des comètes, donc les comètes, ça, ils savent bien ce que c'est. Émilie du Châtelet, moi, j'aimais beaucoup aussi la présenter parce que donc, elle a permis à la France, en gros, d'utiliser les Principia de Newton, puisqu'elle les a traduits en français, avec des explications absolument essentielles à l'époque. Et donc, j'avais bien aimé parce que vous retrouverez sur Internet, mais il y avait Google qui avait fait vous savez, les doodles là, qu'ils mettent sur Google certaines fois. Donc ça, pareil, les enfants, ça les impressionne pas mal. Ils ont, en général, s'ils ont vu le film Les Figures de Londres, c'est l'occasion de parler. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à voir ce film et surtout à lire le livre qui est encore plus... voilà, le film est forcément plus résumé que le livre. Mais ça parle donc du fait que c'était les femmes qui faisaient les calculs pour les hommes. Et donc ça, c'est intéressant pour leur expliquer que voilà, il y a des hommes qui ont signé des articles alors qu'ils travaillaient avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes ou leurs sœurs, etc. Mais que ces femmes-là ont pas été du tout autant reconnues que ce qu'elles auraient pu être aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a existé notamment à l'Observatoire de Paris. On avait des femmes calculatrices à l'Observatoire de Paris, donc c'est pas que aux États-Unis, c'est pas que à la NASA. Ça, c'est une slide que j'avais prise, c'est une des fameuses expos, alors c'est en anglais, mais de femmes scientifiques qui existent sur Internet.
pour aussi montrer des profils différents en termes de nationalité, etc. On peut quand même leur parler un petit peu de Marie Curie, mais justement, si c'est bien dosé par rapport aux autres profils, voilà, donc, et là j'aimais bien parce que justement, pour une fois, c'était écrit The Genius of avec une femme derrière. Euh, donc ça, c'était un TED qui était sur Internet. Mais voilà, donc Marie Curie, vous pouvez leur en parler quand même, mais en général, c'est bien si ça arrive à la fin. Et ça, j'ai vraiment dépassé, mais c'était donc, je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais c'était une slide que j'avais montrée aux jeunes en Irlande. Donc peut-être pas avec des enfants tout petits, mais en fin de primaire, début de collège, ça marche déjà bien. C'est rappeler en tout cas que les métiers de la recherche et de l'ingénierie en sciences, ça fournit des meilleurs salaires que dans la plupart des métiers qui sont féminins. Donc quand on parle d'un métier féminin, c'est un métier où il y a moins de 40%, enfin, un métier mixte, c'est un métier où il y a au moins 40% des deux sexes. Et donc quand on regarde les métiers où il y a plus que 40% de femmes, et donc moins de 40% d'hommes, c'est des métiers typiquement moins bien payés que l'inverse. Et donc ça, c'est un truc à dire aux jeunes parce que ça leur parle. Et les jeunes filles, justement, ont souvent envie quand elles ont un peu d'ambition, elles ont envie de faire des métiers qui leur donnent une bonne sécurité financière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appuyer. Euh, un taux d'emploi absolument incroyable pour les femmes, en tout cas. Donc, avec des diplômes scientifiques, il y a très peu de femmes qui restent longtemps au chômage, en tout cas en tout début de carrière. Parce que je veux dire, c'est que quand c'est pas des raisons personnelles d'arrêter, familiales, etc., d'arrêter, mais en sortie de diplôme, elles ont autant, voire plus de chances aujourd'hui de trouver un emploi que les hommes. Donc, que c'est un environnement de travail très riche, très inspirant, que c'est une certaine joie, un bonheur d'apprendre toujours des nouvelles choses, que c'est un métier qui demande, des métiers qui demandent beaucoup de curiosité, que c'est des projets souvent très internationaux, donc on peut voyager, on peut rencontrer plein de gens différents, que ça vous donne le pouvoir de vraiment changer les choses en apportant concrètement une petite pierre à l'édifice. Et que c'est surtout des métiers qui vont vous rendre, et ça c'est vrai pour les filles ou les garçons, mais fiers de vous d'avoir accompli des choses qui vous paraissaient justement difficiles au départ. Et donc ça, c'est pareil, des arguments que j'aime bien rappeler quand j'interviens dans des collèges-lycées et même avec des petits. Alors peut-être pas les maternelles, mais maternelles, on reste plutôt sur les histoires des robots sur Mars, etc. Mais avec les plus grands, quand ils se projettent un petit peu dans les métiers, on peut déjà parler de tout ça. Alors, donc je vois que Régis Courtin nous a partagé plein de ressources. Euh, donc la Barbie astronome, effectivement. Bon, qui est quand même très très peu disponible, hein. Moi, je suis maman d'une petite fille. Je me rends compte dans les boutiques de jouets, vous la trouvez quand même très très rarement. Mais elle existe. Il y a la Barbie de Samantha Cristoforetti aussi, qui était commandable sur Internet pendant une période d'année. C'est l'équivalent de Thomas Pesquet, mais en Italie, de l'Agence spatiale européenne. Et donc, il y a le calendrier 2023 des astronomes françaises des 20e et 21e siècles. Donc ça, vous voyez, je ne connaissais pas, mais donc je suis très contente de connaître ça. Je sais pas, donc du coup, bah, voilà, à partir de maintenant, tu peux prendre des questions, des commentaires, voilà, mais j'ai terminé mon exposé. Merci, 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 Léa. Euh, Pas de souci pour le temps, parce que séminaire exceptionnel, durée exceptionnelle. Et comme il y a beaucoup de monde, alors, Brieux Collet qui a levé la main. Donc, si vous voulez activer votre son. Ah, c'était les applaudissements, c'était pas une main. Euh, il y a des questions. Merci, Brieux. Pas de questions? Est-ce que tu as tout dit, tout expliqué? Donc, tout le monde est Non, et en... puis ça va être l'heure d'aller déjeuner, donc. Ouais. Non, mais comme il y a encore beaucoup de monde, Bah, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse, si vous avez besoin ou envie de ressources, échanger des choses. Et en tout cas, voilà, message pour les hommes, en tout cas, qui nous écoutaient, enfin, qui m'écoutaient.
de vraiment aussi pas avoir le réflexe de vous dire ah tiens, je vais faire un événement sur les femmes scientifiques, je vais demander à une femme d'intervenir parce que en tant que femme, on est déjà hyper sollicité et on est très consciente qu'on a besoin d'aller dans les classes. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les hommes aussi peuvent se former sur ces questions-là et en général, quand ils présentent des femmes scientifiques, ils le font très bien et ça a justement un impact très important aussi sur les jeunes. Donc voilà, bah, suite à ça, je pense que si pas Moi, d'autres questions. j'ai une question pratique, Ah, Léa. oui, Est-ce que les ressources que tu as indiquées, est-ce que on peut les trouver sur une page web quelque part? tout résumé, Oui, non. Je non, pourrais, si tu veux, te mettre des liens. En gros, bah, en fait, finalement, c'est le site de WAC Science. On tape WAC ouais, Science dans c'est de Google, on le Waxence. trouve. Site de Femmes et Sciences aussi. Et après, les ressources sont... Bon, le livre, il faut l'acheter en librairie ou le Ouais, trouver à la bibliothèque de Catherine Vidal. Euh, mais oui, on pourra mettre des liens ouais, dans la description de la vidéo ouais, YouTube. ouais, ouais, je pense, Les cahiers Cléro, je ne sais pas s'il y a une version en ligne, mais je pense pas. je Mais ils pense sont... pas. Ah, il y a Christine Chaumont qui lève la main, sauf si c'est une erreur. Christine? Ouais, Non, non, c'est pas une erreur. Non, je Ah, voulais poser une question très, comment c'est par rapport, par exemple, à des embauches. Donc, on vous dit, par exemple, au moment des embauches, on vous dit, bon, voilà, on va essayer de respecter une certaine parité homme-femme au niveau des embauches. Voilà. Et, et des fois, on se trouve confronté à un problème des fois, on ne sait pas trop comment réagir, c'est-à-dire que vous avez deux profils, un homme, une femme, mais d'un côté, il y a la dualité, vous avez un profil homme qui va plus correspondre à qui va plus correspondre à ce que vous attendez, mais d'un autre côté, on vous dit, bah, ce serait mieux quand même d'embaucher une femme. Et la personne a quasiment le même profil, on va dire, ou peut-être pas tout à fait correspondant. Donc, des fois, on est toujours partagé. Voilà, on vous incite peut-être des fois à embaucher une femme et vous avez un profil masculin qui va mieux. Donc, des fois, on ne sait pas toujours comment agir par rapport à ça. Bon, c'est peut-être pas tout à fait le thème, on va dire, de non, la. non, c'est pas forcément le thème, mais c'est Mais, intéressant. euh, Que mais, mais, euh, mais, c'est- du coup, je vous dis ça parce que j'ai été confrontée à des amis de ma fille qui, en fin de compte, dans un poste, lui ont dit, si vous voulez, euh, on vous prend parce qu'on a besoin de faire entrer une femme dans l'entreprise. Donc, du coup, elle a refusé parce qu'en fin de compte, elle sentait pas sa légitimité dans le travail, si vous voulez. Voilà. Oui, bah ça, Bon, c'est quelque chose que moi j'ai vu hein, en tant que voilà, femme. c'est ça. Quand on nous dit qu'on a été prise parce qu'on est une femme, Voilà. parfois on nous le dit pas en face, mais on fait comprendre que bah, il fallait mettre des femmes. Donc on m'a appelé. Donc moi, je suis très contente. Enfin, du coup, le côté sympa, c'est que c'est ce que je disais à une collègue, c'est que c'est vrai qu'en tant que femme scientifique, on manque pas d'opportunités. On peut voir ça comme ça, hein. Ouais, Plein de choses, on nous propose. Donc, ça peut être une petite facilité, par exemple, en termes d'exposition médiatique. Moi, je vois là, quand j'ai écrit mon livre, j'ai une exposition médiatique assez forte et je me cache pas qu'il y a certaines émissions de radio, de télévision, etc., qui m'ont demandé sans doute parce que j'étais une jeune femme et que le service public notamment a le devoir de présenter autant de femmes que d'hommes, etc. Donc c'est pour ça que d'un côté, là quand je pense à ça, moi je me dis que ça dépend vraiment de l'objectif de l'entretien. Effectivement, quand c'est pour recruter quelqu'un, c'est quand même important, je pense, que les compétences de la personne soient le maximum en adéquation avec la mission proposée, quel que soit le genre de la personne. Moi, typiquement, là, avec mon ancien directeur de thèse, on a recruté un doctorant. On avait auditionné une jeune fille aussi, enfin une jeune femme aussi, qui avait un profil absolument impressionnant. Bon, bah, quand on leur a demandé à tous les deux. Alors, par contre, du coup, ce qu'il faut faire attention, c'est de faire des entretiens équitables, poser les mêmes questions, donner les mêmes consignes en amont, etc., etc., ce qui n'est pas forcément évident euh, à faire déjà. Mais une fois qu'on s'est assuré que les conditions sont quasiment les mêmes,
Bon, bah là, en l'occurrence, notamment le jeune homme, quand on lui a demandé s'il voulait faire de la recherche après, il nous a dit oui avec des étoiles dans les yeux. La jeune femme, elle nous a expliqué qu'elle avait fait une école d'ingénieur et qu'elle aurait préféré peut-être, enfin qu'elle voulait faire une thèse pour voir ce que c'est que la recherche, mais qu'elle voulait ensuite retourner dans le milieu de l'industrie. Et vu que c'était, enfin, sur ce genre de questions, par exemple, on a finalement choisi le garçon à la fin, et puis aussi parce qu'il connaissait mieux le sujet, etc. Donc, vous voyez, même moi qui suis très formée sur ces questions-là, je m'oblige pas à prendre des femmes tout le temps. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est de se dire que par contre, quand on fait des projets de formation, donc par exemple, quand on prend un stagiaire, notamment, même un stagiaire de Master 1, là, pour le coup, moi, je pense que ça vaut le coup de faire très attention en tout cas, auditionner des filles, enfin des femmes, pour s'assurer qu'on ne perd pas des talents et pour s'assurer qu'on va pas pouvoir saisir cette occasion-là de donner des clés justement à des jeunes femmes pour ensuite qu'elles postulent à des emplois en ayant les mêmes compétences que les hommes. Il y a ça. Et puis il y a aussi par contre le fait que c'est quand même prouvé scientifiquement que les équipes mixtes dans les entreprises sont plus performantes que les équipes non mixtes. Donc ça, c'est aussi à réfléchir parce que si par contre, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que ça se défend pas sur un entretien individuel, mais sur effectivement, en termes d'équipe, si vous embauchez que des garçons dans une entreprise, il faut vous poser des questions sur la façon dont vous présentez votre entreprise ou Ok, sur la façon dont vous présentez. merci. Par exemple, moi, dans mes offres de formation, dans les prérequis, je mets toujours prérequis maths physique, mais aussi curiosité, capacité à communiquer, etc. Enfin, je fais attention à pas mettre que des compétences qui sont plus valorisées par les hommes. Donc, il y a quand même des petites choses à faire. Euh, Euh, Juste pour question, compléter, là, Mathilde Malin avait abordé le problème des quotas, en disant enfin, qui sont un biais, en fait, hein, qui sont assez ambivalents. Donc, Christine, je t'encourage à regarder la présentation de Mathilde. Évidemment, elle n'a pas de réponse au problème, mais elle a abordé ce problème hein, de quotas masculin-féminin dans la recherche. Quotas imposés, hein, j'entends. Enfin, du moins, qui s'imposent. alors, il y a une question dans le chat d'Alexandre qui dit qu'il fait des activités de médiation à la Cité des Sciences et qui constate que les garçons ont tendance à plus participer que les filles. Euh, et donc, qui ne veut pas non plus forcer les filles. Je pense que c'est... Alors, bon, après, c'est rigolo, hein, parce que moi, en tant que femme, pour le coup, j'ai remarqué plutôt l'inverse. Donc, je ne sais pas si c'est justement lié au fait que bah, les petites filles se voient plus en confiance, parce qu'effectivement, intrinsèquement, moi, je suis une femme. Mais je pense que c'est très intéressant, là, le point que j'ai parlé du fait de donner du temps aux jeunes. Et donc, c'est aussi pour ça que par exemple, avec le jeu Solar Orbiter, j'aime bien parce que c'est un jeu où ils font des équipes. Et donc, moi, en tant qu'intervenante, je laisse en général un tour de jeu où je j'interviens pas trop. Je laisse les garçons répondre plus s'ils répondent plus. Mais par contre, si je vois qu'au bout d'un tour, les filles n'ont pas participé, là, pour le coup, je leur demande, je ne les force pas à le faire, mais je leur demande, tiens, et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis sur cette question? Est-ce que tu as déjà... Voilà, et donc sans leur donner l'impression de passer un examen, euh, en tout cas, ne pas hésiter à les solliciter. Après, les filles, elles sont pas non plus. C'est pas des. Ça, c'est un truc aussi qui m'énerve quand on fait des trucs pour l'égalité. C'est par exemple les gens qui défendent les conférences qui seraient que pour les femmes, en disant les femmes subissent des discriminations, donc elles seraient plus à l'aise pour présenter leurs travaux devant uniquement des femmes. Moi, ça m'horrifie. Parce que voilà, en tant que femme, on est quand même solide, on a quand même envie de montrer qu'on est capable, etc. Donc, mais par contre, c'est vrai que donner l'opportunité de le faire, donc en posant simplement des questions aussi aux jeunes filles. Et puis aussi, vous pouvez ne pas hésiter à le faire remarquer, en fait. Quand vous faites remarquer à un public d'enfants, ah bah là, il n'y a que les garçons qui ont répondu, j'aimerais que les filles répondent aussi, sans en désigner une fille en particulier. En fait, ça peut être une petite technique pour demander à des filles de participer. Mais en tout cas, Alexandre, je veux bien un retour après, si tu peux mettre... Les garçons vont Euh, plus réagir hors cadre et parfois être plus euh, tatageurs et prendre du temps et de l'attention. Oui, bah ça, euh, c'est vrai, oui. oui, c'est Donc, il mon faut, en expérience. tant qu'adulte, il faut...
il faut C'est mon, recadrer un petit peu. ouais. C'est mon expérience personnelle avec les classes, hein. Les garçons répondent au lance-pierre et les filles demandent un petit peu plus de réflexion, mais c'est peut-être une moyenne. Donc en tout cas, voilà, pas Ouais. hésiter à leur faire prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à l'Observatoire de Paris, là, au Lésia, on recrute. Maintenant, on fait attention à avoir justement plus de filles, enfin, plus de filles dans les groupes. Et du coup, ça m'a fait rire parce que quand je parle de ça au collège de troisième, souvent les filles me disent: «Ah, mais non, mais madame, vous voyez, là, on est plus de filles.» Et je fais: «Oui, mais si vous saviez comment on a dû galérer pour que vous soyez.» Donc, c'est marrant de leur faire réfléchir à ces questions-là parce qu'ils sont pas, ouais, ils sont jeunes, mais ils sont pas débiles. Donc, en réfléchissant, par exemple, moi, je leur explique que j'ai un comportement sexiste avec mes étudiants parce qu'un garçon de L1 qui a eu, enfin, un homme de L1 qui a eu 8 sur 20 au partiel, je lui dis, et qui globalement s'en fout, je lui explique qu'en gros, sa vie en dépend et qu'il va falloir qu'il bosse. Par contre, une fille qui a 8 sur 20 et qui me donne l'impression que sa vie en dépend, qu'elle a 8 sur 20, ça y est, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour science. Bah là, au contraire, je vais beaucoup plus lui dire: «Mais non, c'était peut-être une erreur de parcours, faut travailler davantage, mais tu vas y arriver.» etc. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on peut quand même essayer de corriger les biais des jeunes. Ouais, bah, en tout cas, Alexandre, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Moi, je fais cette présentation aujourd'hui, après, je pense, 30, voire 40 interventions dans des classes. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on fait ça au fur et à mesure. Mais c'est bien d'avoir le souci de bien faire, en tout cas, sur ces questions-là. Bon, plus de questions. Bon, on va peut-être en rester là, parce que là, ça fait déjà 1 heure et demie. Ouais, bah, Renaud, il dit qu'il y a encore moins de filles qui étudient l'informatique. Ça, il faut Oui, vraiment leur dire aux jeunes, quand vous présentez les options, que l'informatique, c'est un truc impressionnant. Il y avait beaucoup plus de femmes dans l'informatique au tout début de la programmation. Et en gros, la part des femmes en informatique a chuté quand Apple a présenté son premier Mac, quand en gros ils ont présenté l'ordinateur comme un outil de puissance pour être plus performant, etc. Le jour où Apple a fait ça, la part des femmes en informatique a décru. Mais donc, oui, en Espagne, on voit hein, sur ma petite courbe, mon petite carte que j'ai présentée au début, en Espagne, ils sont particulièrement bons. En Irlande aussi, comme j'ai dit. En Suède, très bon. En Norvège, par contre, je crois que c'est la catastrophe. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc ça, ce sera... Bon, après, on n'a pas le temps là de faire une étude en fonction des dispositifs. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en tout cas, en France, on a des progrès à faire. Euh, mais voilà. Après, moi aussi, c'est pour ça que par contre, je suis pour maintenant la création. Alors, ça prend du temps, mais ça existe notamment à Marseille, de summer school pour les lycéennes, qui serait interdite aux garçons. Autant une fois que que les jeunes sont adultes, je suis contre les discriminations de genre, autant au lycée, on peut se dire que parfois, enfin en gros à ces âges où c'est tellement important d'être une fille ou un garçon, etc., pour le coup, au lycée, je trouve qu'il faudrait plus de summer school que pour des filles, etc., et si possible en mixant des milieux sociaux différents.